Bienvenue à cette émission Justice et Promotion sur votre chaîne de télévision. Nous sommes contents de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans, afin de recevoir de la matière dans les domaines de justice. Comme vous le savez, cette émission est soutenue par l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, qui est dirigé par Maître José Yombo Chipangila. Et nous avons, d'une manière ou d'une autre, trouvé une solution pour tout le monde qui n'a pas fait les droits, pour tout le monde qui a des lanquines dans les domaines de justice. Et parfois, même nous, journalistes, nous en bénéficions de ce que dit Maître José dans cette grande matière de justice. Alors, nous étions en train de parler déjà depuis quelques semaines des droits des bails. Nous avions parlé des droits du bailleur. Ensuite, nous avons parlé dans l'autre partie de l'émission des droits et obligations des locataires. Alors, pour cette troisième partie, nous allons parler de ces domaines hautement aussi techniques concernant les bails professionnels, parce que la dernière partie, on a parlé des bails non professionnels. Ainsi, Maître José Yombo, comme je l'ai dit, qui est le patron de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, va éclairer notre lanterne à la matière. Maître José, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très heureux de vous voir encore parmi nous. C'est réciproque. Comment va ou comment se porte cette grande ASBEL, les Salomon Justice et Promotion? Oui, l'ASBEL, le Salomon Justice et Promotion est en train d'implanter ses activités progressivement. Et comme vous savez, le siège de cette ASBEL est situé dans la province du Kwilu. Nous voulons un peu faire la différence. Il y a une constipation des ASBEL à Kinshasa, alors qu'on en manque à l'intérieur du pays. C'est cette idée qui nous a poussé à œuvrer plus à l'intérieur, même si vous voulez toujours nous voir ici à Kinshasa pour tenir des émissions comme celle-ci. Alors, d'une manière ou d'une autre, je vois que vous contribuez à désenclaver la République. Donc, vous ne voulez pas concentrer toutes les énergies ici, toutes les activités ici, qui sont peut-être de dire indirectement aux frères et sœurs en province que vous n'avez pas besoin de venir à Kinshasa pour exister ou pour survivre. Hein? Pas du tout, pas du tout. Il y a la vie partout. Vraiment. Il faut seulement savoir s'y prendre. Voilà, oui. Juste un rappel sommairement. Oui. Pour les deux premières parties de ces grands thèmes, les droits des bails dont on a parlé, vous pouvez brosser quelque chose afin de rafraîchir la mémoire de nos nombreux téléspectateurs. Oui, si ma mémoire est encore bonne, nous avions abordé la question du bail en général. Et comme le bail est une matière organisée tantôt par la loi locale, tantôt par la loi internationale, donc je fais allusion au traité OHADA, nous avions abordé la matière dans sa première partie qui concerne les baux à loyer à usage non professionnel, communément appelé le bail résidentiel. Et dans la loi qui réglemente le baux à loyer à usage non professionnel, nous avons le bail résidentiel et le bail socioculturel. Alors, nous nous étions appesantis plus sur la définition du bail, ce contrat, que la loi locale voudrait être écrit et où nous trouvons une personne appelée le bailleur qui met son immeuble à la disposition d'une autre personne appelée locataire contre paiement d'un loyer. Nous avions essayé aussi de voir ou de survoler les obligations du bailleur. Mais le bailleur n'a pas que d'obligations, il a aussi de droits, nous les avons épinglés. Nous avons essayé aussi d'aborder les exigences du bail vis-à-vis du preneur, qui est le locataire qui a non seulement des obligations, mais qui a aussi des droits. C'est ainsi que, ainsi brossé, cela nous ouvre la porte sur la matière d'aujourd'hui, que je vous laisse le soin d'annoncer. Oui, aujourd'hui nous parlons
des bails professionnels, afin de comprendre un peu ce qui se passe dans cette structuration de la vie face aux habitations et aux occupations des immeubles, terrains, etc. Mais on veut savoir, vous retenez combien de types de bails? Globalement, il y a deux types de bails. Il y a le bail à usage non professionnel et le bail à usage professionnel. Si nous voulons entrer plus en détail... Oui, évidemment, on peut dire quelle différence existe entre ces deux types de bails à usage professionnel et non professionnel? En fait, la différence fondamentale, nous devons aller la chercher par rapport à l'activité qu'on veut mener dans l'immeuble. Lorsque vous cherchez une maison pour dormir, vous installer en tant que famille, c'est un bail résidentiel, n'est-ce pas? La loi voudrait aussi, la loi locale, je veux dire, voudrait que lorsque une ASBEL, une église par exemple, vient allouer une maison, ce bail-là est à usage non professionnel. Tandis que le bail à usage professionnel, on regarde les activités. Oui, c'est quel type d'activité? Sans vous couper, puisque vous parlez de la loi, il y a la loi numéro 15 qui parle des bails sociaux culturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la loi, le législateur a voulu que par bail socio-culturel, c'est un bail où le preneur est une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique. Tandis que dans le bail professionnel, on vise des activités. Ça peut être une activité industrielle, ça peut être une activité commerciale, ça peut être une activité artisanale. Donc, lorsque vous fabriquez vos statues et que vous vendez, ou lorsque vous faites des meubles, n'est-ce pas, hein, l'artisanat relève du bail à usage professionnel. Mais la loi WADA ajoute toute autre profession. Donc, lorsque vous louez pour y loger une activité professionnelle, vous relevez du bail à usage professionnel. Voilà grosso modo ce qu'on peut retenir par rapport à cette question. Oui, mais quand vous faites un peu des différences, pour ne pas dire une nuance, par rapport à l'exploitation de l'immeuble, soit par une ASBEL ou une ONG ou une tierce personne, tout ça, nous aimerions que vous nous précisiez par rapport à ces types de bails socio-culturels pour qu'il n'y ait pas de confusion avec ce que vous appelez tacitement bail professionnel. Donc, ça ne se ressemble pas. Vous pouvez brosser quelques exemples pour aider de nombreux téléspectateurs. Oui, mais... Parce que je rappelle que cette émission, elle est aussi pédagogique. Bien sûr. Vous dégagez la matière, mais certaines choses demandent des exemples ou des illustrations pour la compréhension. Oui, j'ai dit tout à l'heure que l'activité qu'on veut mener dans la maison louée, c'est laquelle? Prenons, par exemple, une ONG qui exploite un immeuble. Et dans cet immeuble, à part les principales qui dépendent du domaine essentiellement réservé à cette ONG, il y a certaines ouvertures, on peut dire des sous-ensembles, pour peut-être faire fonctionner une machine qui produit des fruits. En ce moment-là, on va dire quoi? Bon, là, vous soulevez une question qui a tendance à confronter la loi locale au traité OHADA. Et il y a, à mon avis, quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que lorsque le bailleur loge une association sans but lucratif, le simple fait de loger une association sans but lucratif, ce qu'on appelle ASBEL. La loi locale vous dit, écoutez, ce bail est à usage non professionnel. Et vous savez que selon que le bail est à usage non professionnel ou professionnel, les règles à appliquer sont différentes. N'est-ce pas? Je prends une ASBEL
comme j'ai donné l'exemple, vous pouvez toujours varier l'exemple. Oui. Qu'il y a aussi une activité oui. qui transforme des fruits donc à des jus, par exemple. Oui, il y a des asbelles nantis. Ouais. Il y a des asbelles nantis. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Médecins sans frontières. Les Médecins sans frontières sont une association sans but lucratif, si je ne m'abuse, ou une organisation non gouvernementale qui vit grâce aux contributions de ses membres. Mais cet ASBEL peut développer des activités qui nécessitent des centaines d'emplois. Parce que c'est une ASBEL, même si c'est une église qui développe une activité, par exemple, philanthropique ou quoi, il y a des églises qui ont assez de moyens, qui sont assez nantis, qui peuvent créer de l'emploi, et cette église vient vous louer un immeuble où il y a une centaine de travailleurs qui sont payés. Est-ce la loi locale qui sera appliquée en termes d'ASBEL, usage non professionnel, ou c'est la loi OHADA? Parce que je peux vous lire ce que la loi OHADA pense du bail à usage professionnel. C'est l'article 101. Il dit ceci: les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes. 1. Locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou tout autre usage professionnel. Alors, je me limite là. Mais ou tout autre usage professionnel. Tout autre usage, ça veut dire quoi? Mais partout où il y a un usage professionnel, l'OHADA prend en charge. N'est-ce pas? Vous venez, vous louez une maison, vous êtes une ASBEL, mais vous avez développé des activités qui ont créé des emplois, des professions, eh bien, tout autre usage professionnel. Ça, c'est le traité qui dit ça. Alors, si... Est-ce que ça s'y propose pas là, la loi, donc les droits des bails, ou les bails de type professionnel, avec les socioculturels? Parce que quand on dit tout autre usage, ça se dégage un peu là. Il n'y aurait pas de confusion possible. Non, bon, mais si vous parlez de confusion, c'est peut-être une autre notion. Mais il y a une opposition. Une opposition. Il y a une opposition. La loi locale semble s'opposer dans son application au traité OHADA. Wow. Parce que quand nous parlons de bail socio-culturel, or dans les socio-culturels, on peut développer des professions, on peut développer des activités qui apparemment sont lucratives. N'est-ce pas? Mais les professions sont là, les gens viennent le matin, ils travaillent et ils bénéficient d'un salaire. Alors concrètement, quelle est la loi applicable dans ce type de bail? Non, je sais que c'est l'apanage du juge, c'est le juge qui tranche. Donc ce n'est pas clair à travers les tests. Il y a une opposition entre les deux textes. Une opposition? Oui, dans leur application. Mais c'est déjà un conflit en perspective maintenant. Oui, c'est le conflit de loi, n'est-ce pas? Mais vous savez que en droit, on parle de hiérarchie des normes juridiques. Donc les normes, il y a des normes supérieures et des normes inférieures. Et dans toutes les constitutions, vous verrez, les normes supérieures sont d'abord les traités internationaux. Ensuite vient la Constitution, les lois, les ordonnances, les décrets, et on descend jusqu'au circulaire. Donc les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures. N'y a-t-il pas conflit déjà entre, on peut dire, la loi locale et l'OHADA quant à la matière des bails socioculturels, quand on voit que les tests diffèrent un peu, il y a une sorte de nuance? Oui, mais c'est déjà pour ce cas-là, pour ce cas précis.
il y a une opposition entre les deux lois. Dans l'applicabilité de la loi, on peut se retrouver devant des difficultés où on ne sait pas quelle loi va s'appliquer. Est-ce la loi de 2015 que nous avons prise via notre Parlement ou la loi du traité OHADA? Mais, Maître José, soyez clair avec nous. C'est votre domaine. Vous avez plaidé pour de tels cas. Donc, nous voulons savoir, dans ces cas d'espèce, comment est-ce qu'on devrait procéder? Non, mais dans le cas d'espèce, il faut d'abord arriver à identifier l'activité. Donc, ça doit être clairement identifié. Mais ça doit être clairement identifié. La loi locale vous dit, dès qu'il y a une asbelle, c'est le baux à loyer à usage non professionnel. Mais la loi OHADA vous dit, dès qu'il y a usage de toute autre profession, c'est moi. Elle se tient. Mais la question que vous auriez peut-être pu me poser, c'est celle de savoir quelle est la loi préférable. Mais vous aviez déjà dégagé quelque chose là que vous n'avez pas d'air fini quand vous parlez des normes qui donc inférieures et normes supérieures selon la hiérarchie de la loi, donc des lois locales qui devraient peut-être être adaptées aux lois internationales. Alors soyez plus clair que ça pour que ces téléspectateurs qui suivent Justice et Promotion captent la chose une fois pour toutes. Oui, la loi préférable, c'est le traité. C'est la loi supérieure. Ça va dominer la loi locale. Bien sûr, mais nous avions toute une panoplie de législation en matière de commerce. C'est parti où? Ça s'est évanoui au profit de l'OHADA. En matière de recouvrement, nous avions des lois qui instituaient les saisies conservatoires, les saisies arrêts, toutes sortes de saisies là. Ça s'est évanoui au profit de la loi OHADA. Donc, quand on signe un traité, c'est pour l'appliquer, c'est pas pour le garder au placard. Et dans le cas d'espèce, oui, à mon entendement, à votre entendement, selon l'expérience sur terrain. Et selon l'expérience sur terrain, lorsque vous développez des activités professionnelles dans un immeuble, vous êtes régi par la loi OHADA. Votre bail cesse d'être un bail à usage non professionnel. Il y a quand même une différence. Le bail résidentiel ne pose aucun problème. Là, c'est clair. C'est la résidence, c'est le domicile, n'est-ce pas? Lorsque nous prenons une église... Justement, avant d'arriver à une église, s'il vous plaît, quand vous parlez de la résidence, il y a des résidences qui se transforment en interne à une activité, excusez-moi l'expression, professionnelle. Un boss, par exemple, qui voit qu'il a un gros espace et il met une sorte d'entreprise dedans. Là encore, c'est un problème. Oui, c'est un problème sérieux parce que là, vous changez la destination des lieux. Or, parmi les obligations du bailleur, c'est respecter la destination des lieux. Mais si vous êtes venu pour un bail résidentiel, oui, n'est-ce pas? Oui. Ne vous mettez pas à faire du commerce. Il faut renégocier. Mais si, par exemple, les locataires discutent avec les bailleurs pour les faire, ça peut non, se négocier. mais c'est ça le contrat. Quand on a discuté et que nous nous sommes entendus, on peut virer d'un bail résidentiel vers un bail commercial. Il n'y a pas, excusez-moi, une sorte d'intermédiaire. Mais l'intermédiaire viendra faire quoi? Moi, en tant que locataire, je m'entends avec mon bailleur. Je lui dis, écoute, la maison est trop vaste. Elle est trop vaste. Je monte une unité de production. Ouais. Je crée une petite entreprise. Dedans. Et dedans. Dans l'entretien, je continue à occuper ça comme résidence. Oui. Alors, dès que je change la destination, j'exerce une activité commerciale dans l'immeuble. Le bail devient commercial. Et les règles changent en termes de nombre de mois de garantie à verser, en termes de mois de préavis à obtenir lorsqu'on veut rompre un pareil bail.
Donc il y a des conséquences et chaque bailleur, chaque locataire qui veut se mettre sous un régime quelconque, il doit savoir les conséquences. Alors, revenons à l'exemple que vous parliez dont vous parliez, donc l'église, allez-y. Oui, mais lorsque une église vient louer, tout court, elle vient, elle prie, elle s'en va. À ce niveau des débats, il n'y a pas de confusion possible. Mais lorsque c'est une église qui vient, pour développer d'autres activités connexes qui peuvent déboucher sur des professions, l'usage professionnel, c'est en ce moment-là que ça crée des écueils, n'est-ce pas? Parce que vous ne me direz pas qu'une église qui embauche 50 personnes dans un immeuble peut recourir au bail non professionnel. Quelque part, ça ne va pas. Hein? Ça devrait être régi par un bail professionnel. Même si c'est l'ASBEL qui a signé le contrat. Oui, maintenant, quelle devrait être la durée du bail professionnel? Il n'y a pas de durée prescrite par la loi. Ah bon? Il n'y a pas de durée prescrite par la loi. Alors, comment devons-nous procéder? Les gens ont la latitude de signer des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. Donc, la loi ne prescrit pas quelle durée devrait prendre un bail à usage professionnel. Alors, quelle forme devait prendre alors un bail à usage professionnel? Le bail à usage professionnel, conformément à la loi OHADA, il n'y a pas de forme prescrite. Mais attention, il est toujours préférable pour les partenaires d'avoir un bail écrit qui définit les conditions de paiement, les obligations, les préavis, les conditions de résiliation, qui vous définit même la durée du bail. C'est un contrat de bail à durée déterminée de 2 ans, d'une année, ou c'est carrément un bail à durée indéterminée. Il n'y a pas de prescription légale par rapport à ça. On a laissé la latitude aux gens de contracter, de s'entendre et de conclure le contrat. Là, ce n'est pas seulement à notre niveau ici, en République démocratique du Congo, c'est aussi ailleurs où la loi OHADA est appliquée. Bien sûr, c'est dans tout l'espace OHADA en Afrique. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, tous les pays membres, c'est la même loi qui s'applique. C'est la même loi qui s'applique. Oui. Et juste une précision, quand est-ce qu'on a fait d'une manière ou d'une autre usage de la loi OHADA dans notre pays? Je pense que l'adhésion à la loi OHADA date de 2012, je pense. Mais la loi... il y avait des insuffisances avant pour verser dans la loi OHADA ou quoi? Notre loi en la matière ne suffisait pas? Bon, mais des insuffisances, oui. Lorsque vous voyez des dizaines de pays africains se réunir pour abolir une législation disparate, selon qu'on était colonisé par le Belge, on avait la loi belge, selon que c'est le portugais, c'est la loi portugaise, espagnole, et ainsi de suite. Il se posait un problème d'intégration dans le milieu des affaires. N'est-ce pas? Un homme d'affaires qui quitte Congo-Brazzaville, qui avait été colonisé par le français, qui appliquait le droit français, pour traverser ici, vous devez changer de loi comme quelqu'un qui change de costume. Donc, tout cela posait des problèmes d'intégration sur le plan africain. C'est ainsi que des leaders visionnaires ont estimé qu'il est préférable pour une intégration économique conséquente qui peut booster le développement, il faut avoir une même législation dans l'espace OHADA, ce qui permet aux hommes d'affaires d'avoir moins de tracasseries, d'avoir plus de facilité
dans la manipulation de la loi et dans les créations des entreprises, et si dans le système de fonctionnement. C'est pas seulement en Afrique, donc, par rapport à l'extérieur comme au niveau de l'Occident. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une jonction entre la loi Ouada et la loi qui régit là-bas? Non, mais une loi s'applique sur un territoire donné. On ne peut pas étendre l'application de la loi de manière arbitraire. Quand je pose cette question, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui viennent de l'Occident. Par exemple, les États-Unis, la France, la Belgique, on peut aller même jusqu'au Moyen-Orient, etc. Quand ils viennent ici, ils sont versés directement dans la loi Ouada. Obligatoirement. Obligatoirement, ils doivent appliquer et se faire appliquer la loi du territoire dans lequel ils veulent évoluer. On ne peut pas... parce que vous venez de la France, on vous applique la loi française. C'est le pays qui vous reçoit, qui vous impose ces lois. Bien sûr, il y a des matières où, malgré que vous êtes à l'étranger, on vous applique la loi de votre pays, notamment les lois qui régissent les personnes. Les lois qui régissent les personnes. Si vous voulez divorcer avec votre épouse que vous avez épousée ici, alors que présentement vous résidez en France, on va vous appliquer la loi congolaise. Mais ce n'est pas le cas. Alors, en matière ces précisions de commerce sont vraiment importantes, oui. Parce que quand nous parlons des bails professionnels, héritage professionnel, souvent vous revenez sur l'OADA et ça devait aider nos téléspectateurs pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais toute précision devrait être accompagnée d'une illustration. Avant que vous l'illustriez, parlez-nous des juridictions auxquelles on peut s'adresser, ici à Kinshasa par exemple, concernant ces domaines des bails professionnels ou bien de la loi Ouada. Selon que nous devons recourir à la loi Ouada, les tribunaux compétents sont les tribunaux de commerce. Les tribunaux compétents sont les tribunaux de commerce. Qui existait déjà avant même l'usage de la loi Ouada en République démocratique du Congo. Oui, l'existence des tribunaux et des lois qui doivent régir les tribunaux, c'est deux choses différentes. Les tribunaux ont existé. Ils ont appliqué l'ancienne loi. La loi locale. Aujourd'hui, ils appliquent la loi Ouada. Qui régit beaucoup de pays africains. Qui régit beaucoup de pays africains. Donc, quand vous avez la matière d'un bail à usage professionnel, vous devez aller vers les tribunaux de commerce. Parce que c'est là qu'on applique le droit Ouada. N'est-ce pas? Par contre, si vous avez un locataire qui a conclu avec vous en tant que bailleur un bail résidentiel, vous devez aller devant le tribunal de grande instance. Et là, il y a des préalables. Le préalable, c'est quoi? Vous devez passer par la procédure de conciliation à la commune. Et quand on ne marche pas... Service habitat. Service habitat. Ouais. Quand vous n'arrivez pas à harmoniser le vu, le service d'habitat vous établit un procès verbal de non-conciliation. Et c'est ce procès verbal qui vous donne le pouvoir d'aller saisir le cours des tribunaux. Ce qui n'est pas le cas avec la loi Ouada. La loi Ouada, ça procède comment alors? Oui, la loi Ouada, dès que le bailleur et le locataire sont en conflit, on voit le juge directement. Commercial. Oui, on voit le juge, on ne passe pas par la procédure de conciliation. Non. On voit directement le juge. Alors, quelles sont les obligations du bailleur dans les bails commerciaux? Oui, c'est un peu comme nous l'avions dit à propos de bails à usage domestique ou non professionnel. Le bailleur a l'obligation principale de donner le local ou l'immeuble dans un état utilisable. N'est-ce pas? Il doit prendre en charge les grandes réparations. Oui. Il doit vous assurer une jouissance paisible. N'est-ce pas?
Et un bailleur qui ne le fait pas ne respecte pas le contrat. Et en ce moment-là, le locataire ou le preneur est fondé à obtenir la résiliation de ce contrat. Il est fondé à le faire. Oui, il est fondé à le faire. En passant toujours au tribunal de commerce. Oui, il doit passer par le tribunal de commerce. Cette matière n'est pas simple, hein, Maître José Yombo. Quand vous assistez différentes personnalités concernant ces domaines de conflit entre les bailleurs et les locataires, avec les bails à usage professionnel, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est plus les locataires qui n'ont pas la compréhension de la chose ou bien c'est les bailleurs? Non, les deux, hein? Les deux. Les deux, et il y a cette matière. Donc, quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, Oui. ça ne veut pas dire que tout le monde connaît la loi. Il y a une nuance. C'est pourquoi il faut toujours recourir aux professionnels de droit lorsqu'il y a un conflit. Surtout en matière de WADA, il y a tellement de subtilités qui font que il n'est pas donné à tout le monde de mieux cerner le comportement qu'il faut adopter. Il est toujours bon de se référer, même en termes de conseil, avant de poser un acte lorsque le bail est à usage professionnel. Il ne faut pas y aller par tâtonnement. Vous le faites, vous risquez de payer cher. Mais je peux poser une question là qui est quand même technique. Il est dit qu'il appartient au bailleur d'assurer les grosses réparations. Alors, quel devient le coût du loyer pendant ce moment où le locataire peut être privé de la jouissance d'une partie de l'immeuble loué? Oui, pour mieux cerner ça, il faut d'abord savoir ce que c'est que les grosses réparations. Oui. Les gros murs, la toiture, les fosses septiques, les puisards, n'est-ce pas? Ce sont des grosses réparations qui demandent assez de moyens. Alors, il peut arriver que le bailleur qui est astreint à l'obligation de grosses réparations puisse mener des réparations qui empêchent aux locataires de mieux jouir des lieux loués. Comment ça? Soyez clair, Maître José. Oui, mais occuper 40 mètres carrés et que les grosses réparations vous imposent 15 mètres carrés. Vous n'utilisez plus. Il y a une modification. Il y a de fait, n'est-ce pas? La conséquence est prévue par la loi WADA. Vous, en tant que bailleur, vous devez baisser le loyer. Baisser le loyer. Vous devez baisser le loyer parce que le preneur ne jouit plus de l'entièreté de l'immeuble qui avait été mis en location. La loi WADA prévoit que dans ces conditions-là, on doit revoir le taux du loyer à la baisse. Je pense qu'en cela, il y a justice. Mais il y a aussi autre chose. Hein? Quand, par exemple, un locataire, dans ces types de bails à usage professionnel, loue une maison et que les bailleurs veillent, par exemple, augmenter les loyers. Supposons qu'auparavant, il payait $1000 et il augmente à 1500. Pourtant, la garantie qui était donnée de 12 mois, ça dépend 6 mois, 12 mois, ça dépend commercial, industriel, etc. Alors, c'était sur base de ces $1000. Les jours où les locataires devraient quitter, est-ce qu'on lui restitue la garantie à proportion des $1000 ou ça sera revu à la hausse en proportion des $1500? Le droit interne a prévu cette hypothèse parce qu'il y a eu trop d'abus. Ouais. D'abord, vous augmentez le loyer, pourquoi? Quelle est la plus-value? Quel est l'enrichissement que vous avez apporté à l'immeuble pour que le bail ou le loyer puisse augmenter de prix? Il faut être conséquent. Mais nous nous trouvons devant des situations où le bailleur vous dit l'État a tongé la inga ndaoute. Ouais, c'est ce qui est dit à Kinshasa. Vous comprenez?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous augmentez le prix du loyer, c'est à ce prix-là que vous devez rembourser la garantie. C'est comme ça. Oui. C'est à ce prix-là que vous devez rembourser la garantie. Parce que... Donc, les locataires ne vont pas augmenter la garantie, mais c'est vous, les bailleurs, qui devrez avoir en l'esprit que le jour où les locataires quittent, je lui rembourse la garantie en proportion de ce qu'il paye les mois, donc comme j'ai revu les loyers à la hausse. Oui. Mais il y a des... Concrètement, oui, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Je prends une maison à $500. Mais abusivement, en cours de bail, c'est $700 que vous m'imposez. Ouais. Faute de mieux, je me plie. Maintenant, lorsque je dois quitter, je dois résilier le contrat, je dois rompre le contrat, vous ne me rembourserez plus 500 fois 3. Vous me rembourserez 700 fois 3. Parce que, à supposer que vous avez estimé que la monnaie a dévalué et que de votre propre chef, vous réévaluez. Or, la garantie avait une valeur au moment où vous l'avez donnée. Alors, il y avait, ce qu'on dit en économie, un taux directeur. Donc, il y avait une sorte de parité au sens des valeurs économiques. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous-même, vous augmentez le loyer, le législateur estime que la garantie aussi doit augmenter. C'est ce qui fait que lorsque le locataire doit partir, vous devez lui payer au dernier taux mensuel que vous avez appliqué. Mais il y a des bailleurs qui refusent. Oui, mais si le bailleur refuse, on peut le contraindre par voie judiciaire. En tout cas, M. José, ce que vous dites, c'est profond. Et excusez-moi de faire un pont avec les bails à usage non professionnel ou domestique, et comme on a l'habitude de dire ici, résidentiel, tout ça. C'est la même chose aussi. Oui, le droit au HADA a prévu beaucoup de nuances en la matière. On ne peut pas se permettre d'augmenter le prix n'importe comment. Parce qu'à tout moment, le législateur au HADA donne le pouvoir, que ce soit au bailleur, que ce soit au preneur, de saisir directement le juge en matière d'urgence. Lorsque vous voulez amener le preneur dans une situation inconfortable qui n'a pas été prévue par le contrat, il a la latitude de saisir directement le juge et le juge règle le conflit. Alors, je vais comprendre, est-ce que les types de bails à usage domestique, c'est ce qu'on connaît communément ici à Kinshasa, usage domestique, permettez l'expression pour faciliter de nombreux téléspectateurs ou résidentiel, oui. Ouais, résidentiel. Est-ce que par rapport à l'augmentation du loyer, quand les locataires veulent quitter, ça serait la même chose comme à usage professionnel, donc la garantie aussi devait être revue à la hausse? Ce que je venais d'expliquer, j'ai dit que c'est le droit interne. C'est ce qui doit se faire ici chez nous. Quand le bail est à usage non professionnel. Par contre, pour ce qui est de la loi OHADA, le juge est beaucoup sollicité pour réglementer les rapports entre le bailleur et son preneur. Donc, dans le bail à usage non professionnel, vous, le bailleur, lorsque vous augmentez le prix, du loyer, sachez que vous avez aussi augmenté la garantie à la sortie du locataire. À la sortie du locataire. À la rupture du contrat. Oui. À la résiliation du contrat. Oui, à la résiliation du contrat, vous devez payer au dernier taux pratiqué pour le loyer. Maître José, c'est intéressant. Vous aidez de nombreux téléspectateurs qui nous suivent, puisque, je vous dis vrai, beaucoup de locataires, quand ils quittent, ne savent pas réclamer cette dernière option de revoir sa garantie à la hausse, alors qu'il lui avait déjà augmenté les loyers
pendant par exemple 2 ans, le lot est déjà augmenté et il quitte. Voilà pourquoi c'était vraiment important que vous puissiez éclairer cette situation-là. Je pense qu'on peut conclure pour aujourd'hui ces numéros et continuer prochainement pour parler par exemple de la rupture du contrat des bails à usage professionnel, comment est-ce que ça prend fin, tout ça. On ne peut pas tout dégager aujourd'hui, sinon les gens ne sauront plus retenir. Oui, ça ne sera pas facile à digérer. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ces numéros d'émission? Oui, on peut retenir qu'il y a 2 types de bail. Un bail à usage non professionnel et un bail à usage professionnel. Et le bail à usage professionnel s'entend comme un bail pour lequel on veut utiliser l'immeuble à des fins industrielles, commerciales, artisanales ou à usage de toute autre profession. Et selon que le bailleur a pris dans son immeuble un preneur qui exerce ces activités-là, il est obligé de se référer à la loi communautaire. Et par loi communautaire, on entend la loi OHADA. L'OHADA, c'est un traité international qui a été élaboré par une organisation qu'on a appelée Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Voilà, c'est clair. Et ça facilite beaucoup de choses. Comme je l'avais dit, c'est aussi une émission pédagogique. C'est comme ça que moi, journaliste, je me mets dans votre peau comme un étudiant qui apprend auprès du maître. Et à l'occurrence, nous avons maître José Yombo Tipangila, le patron de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion. Cette émission va continuer. Il y aura encore d'autres numéros, c'est intéressant. Comme j'ai dit, la prochaine fois, on va comprendre comment devraient être poursuivis, par exemple, les bails à usage professionnel et la rupture. On va même parler des liquidataires, etc. En tout cas, c'est une série qui ne fait que continuer. À la prochaine opportunité. Bonsoir.